Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre d'apprentissage de la langue française, on va lire ensemble un chef-d'œuvre de René Descartes, Discours de la méthode. Première partie. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, car chacun pense en être si bien pourvu, que ceux mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose, n'ont point coutume d'en désirer plus qu'elles en ont, en quoi il n'est pas vraisemblable que tout se trompe, mais plutôt cela témoigne que la puissance de bien juger, de distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce qu'on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égal à tous les hommes, et ainsi que la diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus raisonnables que les autres, mais seulement de ce que nous conduisons nos pensées par diverses voies, et ne considérons pas les mêmes choses, car ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est d'appliquer bien. Les plus grandes dames sont capables de plus grandes vices, aussi bien que de plus grandes vertus, et ceux qui ne marchent que fort lentement peuvent avancer beaucoup davantage, s'ils suivent toujours le droit chemin que ne font ceux qui courent et que ceux éloignent, et que s'en éloignent. Pour moi, je n'ai jamais présumé que mon esprit fût en rien plus parfait que ceux de commun. Même j'ai souvent souhaité d'avoir la pensée ou la pompe, ou l'imagination aussi nette et distincte, ou la mémoire aussi ample, ou aussi présente, ou qu'ils autres, et je ne sache point de qualité que celles-ci qui servent à la perfection de l'esprit, car pour la raison ou le sens, d'autant qu'il est la seule chose qu'on nous renomme, et nous distingue des bêtes. Je veux croire qu'il est tout entier et en chacun, et suivre en ceci l'opinion commun des philosophes, qui disent qu'il n'y a de plus, de moins qu'entre les accidents, et ne point entre les formes ou natures des individus du même espèce. Mais je ne craindrai pas de dire que je pense avoir, au beaucoup d'heures, de m'être rencontré dès ma jeunesse en certains chemins, qui m'ont conduit à des considérations et des maximes dont j'ai formé une méthode par laquelle il me semble que j'ai moyen d'augmenter par degrés ma connaissance et de l'élever peu à peu au plus haut point auquel la médiocrité de mon esprit et la courte durée de ma vie lui pourront permettre d'atteindre, car je n'ai déjà recueilli de tels fruits qu'encore qu'au jugement que je fus de moi-même, je tâche toujours de pencher vers le côté de la défiance plutôt que vers celui de la présomption, et que regardant d'œil de philosophe les diverses actions et entreprises de tous les hommes, il n'y a en eux quasi aucun qui ne me semble vain et inutile. Je ne laisse pas de recevoir une extrême satisfaction de progrès que je pense avoir déjà fait ou la recherche de la vérité, et de concevoir de telles espérances pour l'avenir que si entre les occupations des hommes purement hommes, il y en a quelqu'une qui soit solidement bonne et importante. J'ose croire que c'est celle que j'ai choisie. Toutefois, il se peut faire que je me trompe, et ce n'est peut-être qu'un peu de cuivre et de vire que je prends pour de l'or et de diamants. Je sais combien nous sommes sujets à nous méprendre en ce que
nous touche, et combien aussi les jugements de nos amis ne doivent être suspects lorsqu'ils sont en notre faveur. Mais je serais bien aise de faire voir en ce discours que sont les chemins que j'ai suivis de représenter ma vie comme en un tableau afin que chacun en puisse juger et que prenons de bruit commun les opinions qu'on aura, ce soit un nouveau moyen de m'instruire que j'ajouterai à ceux dont j'ai coutume de me servir. Ainsi, mon dessein n'est pas d'enseigner ici la méthode que chacun doit suivre pour bien conduire sa raison, mais seulement de faire voir en quelle sorte j'ai tâché de conduire la mienne, ce qui se mêle de donner des préceptes se doivent estimer plus habiles que ceux auxquels elles les donnent. Elles s'il manque ou la moindre chose, elles en sont blâmables. Mais ne proposons cet écrit que comme une histoire, ou si vous l'aimez mieux, que comme une fiable, comme une fable, ou laquelle parmi quelques exemples qu'on peut imiter, on trouvera peut-être aussi plusieurs autres qu'on aura raison de ne pas suivre. J'espère qu'il sera utile à quelques-unes sans être nuisible à personne et que tous me seront gré de ma franchise. J'ai été nourri aux litres dès mon enfance et parce qu'on m'est persuadé que par leurs moyens, on pouvait acquérir une connaissance claire et assurée de tout ce qui est utile à la vie. J'avais un extrême désir de les apprendre, mais surtout que j'ai achevé tout mon secours d'études, au bout duquel on a coutume d'être reçu au rang de docte. Je changeai entièrement d'opinion, car je me trouvais embarrassé de toute doute d'erreur, qu'il me semblait n'avoir fait autre profit en tâchant de m'instruire, ce que j'avais découvert de plus en plus moins ignorance. Et néanmoins, j'étais au l'un des plus célèbres écoles de l'Europe, où j'ai pensé qu'il devait y avoir des savants. S'il y avait en aucun endroit de la terre, j'y avais appris tout ce que les autres y apprenaient, et même ne m'entends pas contenté des sciences qu'on a enseignées. J'avais parcouru tous les livres traitant de celles qu'on estime les plus curieuses et les plus rares qui avaient pu tomber entre mes mains. Avec cela, je savais les jugements que les autres faisaient de moi, et je ne voyais point qu'on m'estimât inférieur à mes condisciples, bien qu'il y a eu déjà entre eux quelques-uns, ou qu'on destinait à remplir les places d'une maître, et enfin entre siècles me semblait aussi florissant et aussi vertueux en bon esprit qu'a été aucun des précédents, ce que me faisait prendre la liberté de juger par moi de tous les autres et de penser qu'il n'y avait aucune doctrine de le monde qui fût-il qu'on m'avait auparavant fait espérer. Je ne laissais pas toutefois d'estimer les exercices auxquels on s'occupe dans les écoles. Je savais que les langues qu'on y apprend sont nécessaires pour l'intelligence des livres anciens, que la gentillesse des fables réveille l'esprit, que les actions mémorables des histoires le relivent, et qu'autant lues avec discrétion, elles aident à former le jugement, que la lecture de tous les bons livres est comme une conversation avec le plus honnête gens du siècle passé, qui en ont été les auteurs, et même une conversation étudiée au laquelle ils nous ne découvrent que les meilleurs de leurs pensées, que l'éloquence a des forces et des beautés incomparables, que la poésie a des délicatesses et des décors très ravissantes, que la mathématique, ou bien que les mathématiques ont des inventions très subtiles et qui peuvent beaucoup servir, de ne contenter les curieux, qu'à faciliter tous les arts et diminuer le travail des hommes, que les écrits qui traitent des mœurs contiennent plusieurs enseignements et plusieurs exhortations à la vertu que sont fort utiles, que la théologie enseigne à gagner le ciel, que la philosophie donne moyen de parler vraisemblablement de toutes choses et se faire admirer des moines savants, que la jurisprudence, la médecine et les autres sciences apportent des honneurs et des richesses à ceux qui les cultivent, et enfin qu'il est bon de les avoir toutes examinées, même les plus superstitieuses, les plus fausses, afin de connaître leur juste valeur, se garder d'en être trompés. Mais je croyais avoir déjà donné assez de temps aux langues,
et même aussi à la lecture des livres anciens, et à leurs histoires, et à leurs fables, car c'est quasi le même de converser avec ceux des autres siècles que de voyager. Il est bon de savoir quelque chose des mœurs de divers peuples, afin de juger de notre pli sanement, et que nous ne pensions pas que tout ce qui est contre nos modes soit ridicule et contre raison, ainsi qu'on coutume de fuir ce que n'ont rien vu. Mais lorsqu'on emploie trop de temps à voyager, on devient enfin étranger en son pays. Et lorsqu'on est trop curieux des choses qui se pratiquaient au siècle passé, on demeure ordinairement fort ignorant de celles qui se pratiquent en celui-ci. Autre que les fables font imaginer plusieurs événements comme possibles que ne le sont point, et que même les histoires les plus futiles, s'ils ne changent ni n'augmentent la valeur des choses, pour les rendre plus dignes d'être lues, au moins omettant elles presque toujours les plus basses et moins illustres circonstances, devient que le reste ne paraît pas tel qu'il est, et que ceux qui règlent leurs mœurs par les exemples qu'ils en tirent sont sujets à tomber dans les extravagances du paladin de nos Romains, et à concevoir de desseins qui passent leur force. J'estimais fort l'élégance, où j'étais amoureux de la poésie, mais je pensais que l'une ou l'autre était des dons de l'esprit, plutôt que des fruits de l'étude, ceux qui ont le raisonnement le plus fort et qui digèrent le mieux leurs pensées, afin de les rendre claires et intelligibles, peuvent toujours le mieux persuader ce qu'ils proposent, encore qu'ils ne parlassent que bas britant, et qu'ils n'osent jamais appris de rhétorique, et ceux qui ont les inventions les plus agréables et que le savent exprimer avec le plus ornement et de douceur ne laisseraient pas d'être les meilleurs poètes, encore que l'art poétique leur fût inconnu. Je me laissais surtout aux mathématiques à cause de la certitude et de l'évidence de leur raison, mais je ne remarquais point encore leur vrai usage, et pensant qu'ils ne servaient qu'art mécanique. Je me tenais de ce que leur fondement est aussi firme et si solide. On n'avait rien bâti dessus de plus relevé. Comme au contraire, je comparais les écrits des anciens païens qui traitent des mœurs à des palais fort superbes et fort magnifiques, qui n'étaient bâtis que sur du sable et sur de la boue, et les livres fort hautes les vertus, et les font paraître estimables par-dessus toutes les choses que sont au monde, mais ils n'enseignent pas assez les connaître. Et souvent ce qu'il appelle d'un si beau nom n'est qu'une insensibilité, ou un orgueil, ou un désespoir, ou un parricide. Je reverrai notre théologie, et prétendait, autant qu'un autre, à gagner le ciel, mais ayant appris comme chose très assurée que le chemin n'en est pas, moins ouvert au plus ignorant que plus docte, et que les vérités révélées qui la conduisent sont au-dessus de notre intelligence. Je n'ose aussi les soumettre à la faiblesse de mes raisonnements, et je pensais que par entreprendre les examiner et à reçure, il était besoin d'avoir quelque extraordinaire assistance du ciel, et d'être plus qu'un homme. Je ne dirai rien de la philosophie, ce n'est que voyant qu'elle était cultivée par les plus excellents esprits qui aient vécu depuis plusieurs siècles, et que néanmoins il ne se trouve encore aucune chose dont on ne dispute, et par conséquent qu'on ne soit douteuse. Je n'avais point assez de présomption pour espérer d'y rencontrer mieux que les autres. Et que, considérant combien il peut y avoir de diverses opinions touchant une même matière qui soient soutenues par des gens doctes, sans qu'il y puisse avoir jamais plus d'une seule qui soit vraie, je répétais presque pour fou tout ce qui n'était que vraisemblable. Puis, pour les autres sciences, d'autant qu'ils empruntent leurs principes de la philosophie, je jugeais qu'on ne pouvait avoir rien bâti qui fût solide sur des fondements si peu firmes, et ni l'honneur, ni le gain qu'ils promettent n'étaient suffisants pour me conduire à les apprendre, car je ne me sentais point, grâce à Dieu, de condition que m'obligea à faire un métier de la science pour le soulagement de ma fortune, et quoique je ne fisse
pas profession de me priser la gloire en cynique. Je faisais néanmoins fort peu d'état de celle que je n'espérais point pouvoir acquérir que faux titre. Et au pas pour les mauvaises doctrines, je pensais déjà connaître assez ce qu'il valait pour n'être plus sujet à être trompé, ni par les promesses mais par les promesses d'un alchimiste, ni par les prédictions d'un astrologue, ni par les impostures d'un magicien, ni par les artifices ou la vanterie d'aucun de ceux qui font profession de savoir plus qu'ils ne savent. C'est pourquoi, sitôt là, je m'ai permis de sortir de la suggestion de mes précepteurs. Je quittai entièrement l'étude de l'être et me résolvant de ne chercher plus d'autres sciences que celles que je pourrais trouver en moi-même ou bien dans le grand livre de monde. J'ai employé le reste de ma jeunesse à voyager, à voir des cours et des armées, à fréquenter des gens de diverses humeurs et conditions, à recueillir de diverses expériences. On m'a prouvé moi-même dans les rencontres que la fortune me proposait et partout à faire telle réflexion sur les choses qui se présentaient que je puisse tirer quelque profit, car il me semblait que je pourrais rencontrer beaucoup plus de vérité dans les raisonnements que chacun fait touchant les affaires que lui important et de l'avénement le doit punir bientôt après. C'est la mal jugée que dans ce que fait un homme de lettres dans son cabinet touchant des spéculations que ne produisent aucun effet et que ne lui sont d'autres conséquences, sinon que peut-être il en tirera d'autant plus de vanité qu'ils seront plus éloignés de sens commun, à cause qu'il aura de employer autant plus esprit et artifice attachés de les rendre vraisemblables. Et j'avais toujours un extrême désir d'apprendre à distinguer le vrai d'avec le faux, pour voir clair en mes actions et marcher avec assurance en situé. Il est vrai que, pendant que je ne faisais que considérer les mœurs des autres hommes, je n'ai trouvé guère de quoi m'assurer, et que j'ai remarqué quasi autant de diversité que j'avais fait auparavant entre les opinions de philosophes, en sorte que le plus grand profit que j'en retirais était que, voyant plusieurs choses, qui bien qu'elles nous semblent fort extravagantes et ridicules, ne laissent pas d'être communément reçues et approuvées par d'autres grands peuples, j'apprenais à ne rien croire trop fermement de ce que ne m'avait été persuadé que par l'exemple et par la coutume, et ainsi je me délivrais peu à peu de beaucoup d'erreurs qui peuvent offusquer notre lumière naturelle et nous rendre moins capables d'entendre raison. Mais après que j'en employé quelques années à étudier ainsi de le livre demande et à tâcher d'acquérir quelle expérience, je pris un jour résolution d'étudier aussi moi-même et d'employer toutes les forces de mon esprit à choisir les chemins que je devais suivre. Ce qui me réussit beaucoup mieux, ce me ressemble que si je ne me fusse jamais éloigné ni de mon pays ni de mes lèvres. La seconde partie, à bientôt. J'étais alors en Allemagne, à l'occasion de guerres qui ne sont pas encore finies, m'avait appelé.
Et comme je retournais du couronnement de l'empereur vers l'armée, le commencement de l'éveil m'arrêta au un quartier. J'étais alors en Allemagne, à l'occasion de guerres qui ne sont pas encore finies, ma vie appelée, et comme je retournais de couronnement de l'empereur vers l'armée, le commencement de l'éveil m'arrêta à un quartier où je ne trouve aucune conversation que me divertait, et n'ayant d'ailleurs, par bonheur, aucun soin ni passion que me tremblasse. Je demeurais tout le jour enfermé seul dans un poêle, où j'avais tout loisir de m'entretenir de mes pensées, entre lequel l'un des premiers fut que je m'avisai de considérer que cependant il n'y a pas tant de perfection de les ouvrages composés de plusieurs pièces, et fut de la main de divers maîtres qu'en ceux auxquels un seul a travaillé, ainsi voit-on que les bâtiments qu'un seul archiduc a entrepris et achevés ont coutume d'être plus beaux et mieux ordonnés que ceux que plusieurs ont tâché de recommander, en faisant servir de vieilles murailles qui avaient été bâties à d'autres fins. Ainsi ces anciennes cités, qui n'ayant été au commencement que des bourgades, sont devenues par succession de temps des grandes villes, sont ordinairement si mal compassées auprès de ce place régulière qu'un ingénieur trace sa fantaisie dans une plaine, qu'encore que considérant leurs édifices chacun à part, on y trouve souvent autant en pétard qu'en ceux des autres, toutefois à voir comme elles sont arrangées, et c'est un grand là un petit, et comme elles rendent les rues courbus et inégales, on dirait que c'est plutôt la fortune que la volonté de quelqu'un usant de raison que les a ainsi disposés. Et si on considère qu'il y a eu un et un moins de tout temps quelques officiers qui ont aux charges de prendre garde aux bâtiments des particuliers pour les faire servir à l'ornement du public, on connaîtra bien qu'il est malaisé, en ne travaillant que sur les ouvrages d'autrui, de faire des choses qu'on accomplit. Aussi je m'imaginais que les peuples qui ayant été autrefois demeurés sauvages et ne s'étant civilisés que peu à peu, n'ont fait leur loi qu'à mesure que la commodité des crimes et des querelles les y a contraints, ne saurait être si bien policés que ceux qui, dès le commencement qu'elles se sont assemblés, ont observé les constitutions de quelques prétendants législateurs, comme il est bien certain que l'état de la vraie religion dont Dieu seul a fait les ordonnances doit être incomparablement mieux réglé que tous les autres. Et pour parler des choses humaines, je crois que si Sparte a été autrefois très florissante, ce n'a pas été à cause de la beauté de chacun de ses lois au particulier, vu que plusieurs étaient fort étrangères et même contraires aux bonnes mœurs, mais à cause que n'ayant été inventées que par un seul, elles tendaient toutes à même fin. Et ainsi je pense que les sciences du livre, au moins celles dont les raisons ne sont peu probables et que n'ont aucune démonstration, s'est composé et grossi peu à peu des éponymes de plusieurs diverses personnes, ne sont point ni approchant de la vérité que les simples raisonnements que peut faire naturellement un homme de bon sens touchant les choses que se présentent. Et ainsi, encore je pense que pour ce que nous avons tous été enfants avant que être hommes, et qu'il nous a fallu longtemps être gouvernés par nos appétits et nos précepteurs, qui étaient souvent contraires les uns aux autres, et qui, ni les uns ni les autres, nous conseillaient peut-être pas toujours le meilleur. Il est presque impossible que nos jugements soient si purs ni si solides qu'ils auraient été si nous avons eu l'usage entier de notre raison, de le point de notre naissance, et que nous n'eussions jamais été conduits que par elle. Il est vrai que nous ne voyons point qu'on jette par terre toutes les maisons d'une ville, pour le seul dessein de les refaire d'autre façon, et d'en rendre le repli pile, mais on voit bien que plusieurs font abattre les lourds pour les rebâtir, et que même quelquefois ils y sont contraints,
quand elles se sentent en danger de tomber d'elles-mêmes et que les fondements ne sont pas bien fermes. À l'exemple de quoi je me persuade qu'il y aurait véritablement point d'apparence qu'un particulier fait dessein de renformer un État, en y échangeant tout dit les fondements et en le renversant pour le redresser, n'est même aussi de réformer le cours des sciences, ou l'ordre établi de les écoles pour les enseigner, mais que pour toutes les opinions que j'avais reçues jusqu'alors en ma créance, je ne pouvais mieux faire que l'entreprendre, une bonne fois de les ôter, afin d'y remettre par après, ou d'autres meilleurs bien les mêmes, lorsqu'ils les auraient ajustés au niveau de la raison. Et je crains fermement que par ce moyen je réussirai à conduire ma vie beaucoup mieux que si je ne bâtissais que sur des fondements et que je n'employais que sur les principes que je n'étais laissé persuader en ma jeunesse, sans avoir jamais examiné s'il était vrai, car bien que je remarquasse en ceci diverses difficultés, il n'était point toutefois sans remède ni comparable à celle qui se trouve ou la réformation des moindres choses qui touchent le public. Ces grandes cours sont trop malaisées, se sont malaisées à relever, étant abattues, ou même à retenir, autant ébranlées, et leur chute ne peut être que très rude, puis pour leurs imperfections, s'ils ont eu comme le seul diversité qui entre ou se fait pour assurer que plusieurs en ont l'usage les a sans doute fourradossés, et même elle en a évité ou corrigé insensiblement quantité auquel on ne pourrait si bien pourvoir pour prudence, et enfin ils sont quasi toujours plus supportables que ne serait leur changement, en même façon que le grand chemin qui tournoie entre les deux montagnes devient peu à peu si uni et si commode, et à force d'être fréquenté, qu'il est beaucoup mieux de les suivre que d'entreprendre d'aller les plus droits, en grimpant au-dessus de rochers et en descendant jusqu'en bas de précipices. C'est pourquoi je ne saurais aucunement approuver ces humeurs brûlantes et inquiètes qui n'étant appelées ni par leur naissance, ni par leur fortune, au moyen des affaires publiques, ne laissent pas d'affaires toujours en idée quelque nouvelle réformation. Et si je pense qu'il y a eu la moindre chose en cet écrit par laquelle on ne me put soupçonner de cette folie, je serais très marré de souffrir qu'il fût publié. Jamais mon dessein ne s'est étendu plus savant que de tâcher à réformer mes propres pensées et de bâtir dans un fond qui est tout à moi. Que c'est, mon ouvrage m'ayant aussi plu, je vous en fais voir ici le modèle. Ce n'est pas pour cela que je veille conseiller à personne de l'imiter. Ce que Dieu a mieux partagé de ses grâces seront peut-être de des simples relevés, mais je crains bien que celui-ci ne soit déjà que trop hardé par plusieurs. La seule résolution de se défier de toutes les opinions qu'on reçait auparavant en sa créance n'est pas un exemple que chacun doit suivre, et le monde n'est quasi composé que de deux sortes d'esprits auxquels il ne convient aucunement, à savoir de ceux qui, se croyant plus habiles qu'ils ne sont, ne se peuvent empêcher de précipiter leur jugement, ni avoir assez de patience pour conduire par ordre toutes leurs pensées. Tant bien que s'il avait une fois pris la liberté de douter des principes qu'ils ont reçus et de s'écarter du chemin commun, jamais ils ne pourraient tenir le sentier qu'il faut prendre pour aller plus droit et demeureraient égarés toute leur vie. Puis de ceux qui ayant assez de raison ou de modestie pour juger qu'ils sont moins capables de distinguer le vrai d'avis que le fou, que quelque d'autre par laquelle ils peuvent être instruits, doivent bien plutôt se contenter de suivre les opinions de six autres qu'en chercher eux-mêmes de meilleurs. Et pour moi, j'aurais été sans doute de nombre de ces derniers, si je n'avais jamais aucun seul maître, ou que je n'eusse point su les différences qui ont été de tout temps entre les opinions les plus doctes, mais ayant appris dès le collège qu'on ne saurait rien imaginer de si étrange et si peu croyable qu'il n'y ait été dit par quelqu'un de philosophe et puis en voyageant, ayant reconnu que tous ceux qui ont des sentiments fort contraires aux nôtres, ne sont pas pour cela barbares ni sauvages, mais que plaisireuses autant plus que nous.
de raison, et ayant considéré combien un même homme avec son même esprit est honoré de son enfance entre des Français ou des Allemands, devient différent de ce qu'il serait s'il avait toujours vécu entre des Chinois ou des cannibales. Et comment, jusqu'à au monde de nous abeilles, la même chose que n'y a plus il y a 10 ans, et que ne plaira peut-être encore avant 10 ans, me semble maintenant extravagante et ridicule, en sorte que c'est bien plus la coutume et l'exemple que ne persuadent, que aucune connaissance certaine, et que ni un ni moi la pluralité des voix n'est pas une preuve qui vaille rien pour les vérités, un peu malaisées à découvrir à cause. Il est bien plus vraisemblable qu'un homme seul les ait rencontrés que que de un peuple. Je ne pouvais choisir personne dont les opinions me semblassent devoir être préférées à celles des autres, et je me trouvais comme contraint d'apprendre mon mieux de me conduire. Même comme un homme qui marche seul et dans les ténèbres, je me résolus d'aller si lentement et de tant de circonspection en toutes choses, que si je n'avançais que faux pour, je me garderais bien au moins de tomber même. Je ne voulais pas commencer à rejeter tout à fait aucun des opinions que c'était peu glissé autrefois en mes croyances, sans y avoir été introduite par la raison, que je n'ose pas employer si de temps à faire le projet de l'ouvrage que je me tromperais et à chercher la vraie méthode pour parvenir à la connaissance de toutes les choses dont mon esprit serait capable. J'avais un peu étudié, étant plus jeune, entre les parties de la philosophie, à la logique et autres, les mathématiques, à l'analyse des géométries et à l'algèbre, 3 arts aux sciences qui semblaient avoir contribué quelque chose à mon dessein, mais en les examinant, je pris garde que pour la logique, ces syllogismes et la plupart de ces autres instructions servent plutôt à expliquer à autrui les choses qu'on sait eux-mêmes, comme l'art de la lune, à parler sans jugement de celles qu'on ignore ou les apprendre, et bien qu'elles contiennent, en effet, beaucoup de principes très vrais et très bons. Il y en a toutefois tout d'autres mêlés parmi que sont nuisibles ou superflus, qu'il est presque aussi malaisé de les en séparer que de tirer une diane ou une manivre hors d'un bloc de marbre qui n'est point encore ébauché. Puis pour l'analyse des anciens et l'algèbre des modernes, outre qu'ils ne s'étendent qu'à des matières fort abstraites et que ne semblent d'aucun usage, la première est toujours si astreinte à la considération de figures qu'il ne peut exercer l'étendement sans fatiguer beaucoup l'imagination. On s'est tellement ajusté au la dernière, à certains règles et à certains chefs, qu'on a fait un art confus et obscur qui embarrasse l'esprit au lieu d'une science que le cultive, ce qui fait cause que je pensais qu'il fallait chercher quelle autre méthode qui, comprenant les avantages de ces trois, fut exemple de leurs défauts, et comme la multitude des lois fournit souvent des excuses aux vices, en sorte qu'un état est bien mieux réglé lorsqu'on n'a eu que fort peu. Il y a des sont fort étroitement observés. Ainsi, au lieu de ce grand nombre de précipices dont la logique est composée, je crois qu'il n'aurait assez de cas suivants, pourvu que je présume firme et constatant résolution et de ne manquer pas une seule fois à les observer. Le premier était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie, que je ne la connais évidemment être telle, c'est-à-dire d'éviter soigneusement la précipitation et la prévention, et de ne comprendre rien de plus de mes jugements que ce que je présenterai si clairement et si distinctement à mon esprit que je n'ose aucune occasion de le mettre en doute. Le second, de diviser chacun des difficultés que j'examinerai autant le parcelle qu'il se pourrait et qu'il serait de roquer pour le mieux résoudre. Le troisième, de conduire par ordre mes pensées en commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître pour monter peu à peu comme par
les degrés, jusqu'à la connaissance du plus composé, et s'opposant même de l'ordre entre ceux qui ne se précédent pas, point naturellement les uns les autres, et le dernier de faire porte des dénombrements dont si entière et de revues si générales que je fus s'assurer de ne rien omettre. Ces langues chines des raisons toutes simples et faciles dont les géomètres ont coutume de se servir pour parvenir à leurs plus difficiles démonstrations m'avaient donné occasion de m'imaginer que toutes les choses qui peuvent tomber sous la connaissance des hommes suivent aux mêmes façons et que parfois seulement qu'on obtient d'en recevoir aucun pauvre que ne le soit, et qu'on garde toujours l'ordre qu'il faut pour les déduire les uns des autres. Et n'ayons peur avoir de s'éloigner auquel enfin on ne parvient, ni de se cacher qu'on ne découvre. Si je ne fus pas beaucoup en peine de chercher par laquelle il était besoin de commencer, car je savais déjà que c'était pas les plus simples et les plus aisés à connaître. À considérant qu'en outre, tous ceux qui ont, c'est devront rechercher la vérité de les sciences, il n'y a que la seule mathématicien qui on peut trouver quelques démonstrations, c'est-à-dire quelques raisons certaines et évidentes. Je ne doutais point que ce ne fût pas par les mimes qu'elles ont examiné, bien que je n'en espérasse aucune autre utilité, sinon qu'il continuerait mon esprit à se répéter des vérités et ne se contentait point de fausses raisons. Mais je n'ose pas dessein pour cela de tâcher d'apprendre toutes ces sciences particulières qu'on nomme communément mathématiques, et voyons qu'on encore que leur objet soit différent et ne laisse pas de s'accorder toutes en ce qu'il y a considère autre chose que les divers rapports propositions qui s'y trouvent. Je pensais qu'il valait mieux que j'examinasse seulement ces proportions en général, et se les opposer que dans les sujets qui serviraient à me rendre la connaissance plus aisée, même aussi se les astreindre aucunement, afin de les pouvoir d'autant mieux appliquer après tous les autres auxquels il conviendra. Puis, ayant pris garde que, pour les connaître, j'aurais quelquefois besoin de les considérer chacun en particulier et quelquefois seulement de les retenir ou de les comprendre plusieurs ensemble. Je pensais que par les considérer mieux en particulier, je le devais supposer en dilemme, à cause que je ne trouvais rien de plus simple, ni que je puisse plus distinctement représenter à mon imagination et à mes sens, mais que pour les retenir ou les comprendre plusieurs ensemble, il fallait que je les expliquasse par quelques chiffres les plus courtes et qu'il serait possible que par ce moyen, je prendrais tout le meilleur de l'analyse géométrique et de l'algèbre et corrigerais tous les défauts de l'une par l'autre. Comme en effet, j'ose dire que l'exacte observation de ce peu de précipite que j'avais choisi me donna telle facilité à démêler toutes les questions auxquelles ces deux sciences s'étendent qu'en 2 ou 3 mois que j'employais les examiner, ayant commencé par les plus simples et plus générales, et chaque vérité que je trouvais autant une règle que me servait après en en trouvant d'autres. Non seulement je vins à bout de plusieurs que j'avais jugés autrefois très difficiles, mais il me sembla aussi vers la fin que je pouvais déterminer en celle même que je n'aurais par quel moyen et jusqu'à où il était possible de les résoudre. En quoi je ne vous paraîtrait peut-être pas être fort vain si vous considérez qu'il n'y a qu'une vérité de chaque chose, qu'on la trouve aussi longtemps qu'on ne peut pas savoir que, par exemple, un enfant instruit en l'arithmétique, ou l'arithmétique ayant fait une addition suivant ces règles, se peut assurer d'avoir trouvé toujours la somme qu'il examinait, tout ce que l'esprit humain saurait trouver, car enfin la méthode qui enseigne à suivre le vrai ordre et de nombrer exactement toutes les circonstances de ce qu'on cherche contient tout ce qui donne de la certitude de règles d'arithmétique. Mais ce que me contentait le plus de cette méthode était que par elle j'étais assuré d'user en temps de ma raison, sinon parfaitement au moins le mieux qui fut en mon pouvoir, autre que je sentais, ou la pratiquant que mon esprit s'accoutumait peu à peu à concevoir pleinement et plus distinctement ces objets, et que ne l'ayant point ajusté à aucune matière particulière, je me remettais de l'appliquer aussi ultimement aux difficultés des sciences
que j'avais fait à celle de l'algèbre. Donc pour cela, j'ose entreprendre d'abord d'examiner toutes celles qui se présenteraient, car cela même aurait-tu contraire à l'ordre qu'il prescrit, mais ayant pris garde que leurs principes devaient tous les être empruntés de la philosophie, pour laquelle je ne trouvais pas encore de certain. Je pensais qu'il fallait avant tout que je tâchasse d'ailleurs en établir, et que cela étant la chose de monde la plus importante, et où la précipitation et la prévention étaient le plus à craindre, je ne devais point entreprendre d'en venir à bout, que j'ose atteindre un âge bien plus mûr que celui de 23 ans que j'avais alors, et que je n'ose auparavant employer beaucoup de temps à me préparer, dans déracinant de mon esprit toutes les mauvaises opinions que j'avais reçues avant ce temps-là, qu'en faisant un masse de plusieurs expériences pour être après la matière de mes raisonnements, et, et en m'exerçant toujours la méthode que je m'étais prescrite, afin de m'y affermir de plus en plus. Le troisième partait à bientôt. Un pause, une pause. Et enfin, comme ce n'est pas assez avant de commencer à rebâtir le logis où on demeure que de l'abattre et de faire provision de matériaux et d'architectes, on s'exerce ou s'exercer soi-même à l'architecture et autres cela d'en voir soigneusement tracer le dessin, mais qu'il faut aussi s'être pourvu de quelque autre où on puisse être logé commodément ou bien commodément pendant le temps qu'on y travaillera, ainsi afin que je ne demeurasse point irrésolé en mes actions pendant que la raison m'obligerait de lire en mes jugements, et que je ne laissasse pas de vivre de l'heure le plus heureusement que je pourrais. Je formais une morale par provision que ne constitue qu'en 3 ou 4 maximes dont je veux bien vous faire part. La première était d'obéir aux lois et aux coutumes de mon pays, retenant constamment la religion en laquelle Dieu m'a fait la grâce d'être instruit dès mon enfance, mon gouvernant, en tant autre chose, suivant les opinions les plus modérées et les plus éloignées de l'excès, qui fussent communément reçues en pratique par les mieux sensés de ceux avec lesquels j'aurais à vivre, car commençons, dis-leur, à ne compter pour rien les miens propres à cause que je les voulais remettre toutes à l'examen. J'étais assuré de ne pouvoir mieux que de suivre celles de mieux sensés, et encore qu'il y a une peut-être d'aussi bien sensés parmi les Perses ou les Chinois que parmi nous. Il me semble que le plus utile était de me régler selon ceux avec lesquels j'aurais à vivre, et que par savoir quelle était véritablement leur opinion, leurs opinions, je devais plutôt prendre garde à ce qu'ils pratiquent qu'à ce qu'ils disaient, non seulement à cause que la corruption de nos mœurs, il y a peu de gens qui veillent dire tout ce qu'ils croient, mais aussi à cause que plusieurs ignorent eux-mêmes, car l'action de la pensée par laquelle on croit une chose étant différente de celle par laquelle on connaît que l'on la croit, elles sont souvent l'un seul l'autre, et autres plusieurs opinions également reçues. Je ne choisissais
que les plus modérés, tant à cause que ce sont toujours les plus commodes pour la pratique et vraisemblablement les meilleurs. Tout excès ayant coutume d'être mauvais, comme aussi fin de me détourner moi de vrais chemins, en cas que je fallisse, que si ayant choisi l'un d'extrême, c'était l'autre qu'il te fallait suivre. Et particulièrement, je mettis entre les exits toutes les promesses par lesquelles on retranche quelque chose de la liberté, non que je désapprobasse des lois que pour remédier à l'inconstance des esprits faibles permettent lorsqu'on a quelques bons desseins, ou même pour la sûreté de commerce, quelques desseins que ne qu'indifférents, qu'en face des vous ou de contrats qui obligent à persévérer, mais à cause que je ne voyais au monde aucune chose qui demeurât toujours au même état, et que par mon particulier, je me promettais de perfectionner de plus en plus mes jugements, et mon point de le rendre pire. Je sais penser commettre une grande faute contre le bon sens, c'est parce que j'approuvais alors quelque chose, je me fusse obligé de l'apprendre pour bon encore après, lorsqu'il aurait peut-être cessé de l'être ou que j'aurais cessé de l'estimer elle. Ma seconde maxime était d'être le plus ferme et le plus résolu aux mêmes actions que je pourrais, et de ne suivre pas moins constamment les opinions le plus douteuses. Lorsque je m'y serai une fois déterminé que c'est elle, ose, a été très assurée, et mettant en ceci les voyageurs qui se trouvent égarés en quelque forêt, ne doivent pas errer au tournoyant, tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, ni encore moins s'arrêter à une place, mais marcher toujours le plus droit qu'ils peuvent, vire un même côté, ou ne le change. On ne le changeait point pour de faibles raisons, encore que ce n'est peut-être été au commencement que le hasard, seul qui les a déterminés à le choisir, car par ce moyen s'ils ne vont justement où elles désirent, ils arriveront au moins à la fin quelque part. Ou vraisemblablement, elles seront mieux que dans le milieu d'une forêt, et ainsi les actions de la vie ne se feront souvent aucun délai. C'est une vérité très certaine que lorsqu'il n'est pas en notre pouvoir de discerner les plus vraies opinions, nous devons suivre le plus probable, et même qu'on encore de nous ne remarquions point davantage de probabilité aux uns qu'aux autres, nous devons néanmoins nous déterminer à quelques-unes et les considérer après non plus comme douteuses en tant qu'elles se rapportent à la pratique, mais comme très variées et très certaines à cause que la raison que nous a fait déterminer se trouvait elle, et ceci fut capable de l'heure de me délivrer de tous les propentirs et le remords qui ont coutume d'agir et les consignes de ces esprits faibles et chancelants que se laissent aller inconstamment à pratiquer comme bonnes les choses qu'ils jugent après d'être mauvaises. Ma troisième maxime était de tâcher toujours plutôt à me vaincre que la fortune, et à changer mes désirs que l'ordre demande, et généralement de m'accoutumer à croire qu'il n'y a rien que soit entièrement en notre pouvoir que nos pensées, en sorte qu'après que nous avons fait notre mieux, tant sur les choses que ne sont extérieures, tout ce qui manque de nous réussir et au regard de nous absolument impossible, et ceci seul me semblait être suffisant pour m'empêcher de rien désirer à l'avenir que je m'acquise, et ainsi pour me rendre content, car notre volonté ne se portant naturellement à désirer que les choses que notre entendement lui représente, en quelque façon comme possible, il est certain que si nous considérons tous les biens que s'honorent de nous comme également éloignés de notre pouvoir, nous n'aurons pas plus de regret de manquer de ce qui semble être dû à notre naissance, lorsque nous serons privés sur notre faute, que nous avons de ne posséder pas les royaumes de la Chine ou du Mexique, et que faisant, comme on dit, des nécessités vertues, nous ne désirerons pas davantage d'être saints étant malades
ou d'être libre, étant présent, que nous faisons maintenant d'avoir des cours de matière aussi peu corruptible que les diamants ou des ailes pour voler comme les oiseaux. Mais j'avoue qu'il est besoin d'un long exercice et d'une méditation souvent réitérée pour s'accoutumer à regarder ce qui paye toutes les choses. Et je crois que c'est principalement en ce qui consistait le secret de ces philosophes qui ont pu autrefois se soustraire de l'empire de la fortune les douleurs, et malgré les douleurs, pardon, et malgré les douleurs et la pauvreté, disputent de la facilité avec leur Dieu, car ce coupons consiste à considérer les bornes que leur étaient prescrites par la nature. Ils se persuadaient si parfaitement leur, que rien n'était au leur pouvoir que leur pensée, que cela seul était suffisant pour les empêcher d'avoir aucune affection pour de tant choses. Elle se disposait d'elle, si absolument qu'elle avait en cela quelque raison de s'estimer plus riche et plus puissant et plus libre et plus heureux qu'à aucun des autres hommes que n'ayant point cette philosophie tant favorisée de la nature et de la fortune qu'elle puisse être, ne disposant jamais ainsi de tout ce qu'ils veulent. Enfin, pour conclusion de cette morale, je m'avisai de faire une revue sur les diverses occupations que les hommes ont cette vie, pour tâcher à faire choix de la meilleure sans que je veuille rien dire de celle des autres. Je pensais que je ne pouvais mieux que de continuer à enseigner la même où je me trouvais, c'est-à-dire que d'employer toute ma vie à cultiver ma raison et m'avancer autant que je pourrais pour la connaissance de la vérité, suivant la méthode que je n'étais prescrite. J'avais éprouvé de si extrême contentement depuis que j'avais commencé à me servir de cette méthode que je ne croyais pas qu'on ne pût recevoir de plus doux ni de plus innocent en cette vie et découvrant tous les jours pour ce moyen quelques vérités qui me semblaient assez importantes et que me ignoraient des autres hommes. La satisfaction que je n'avais remplie si tellement mon esprit que tout le reste ne me touchait point, autre que les trois maximes précédentes n'étaient fondées que sur le dessein que j'avais de continuer à m'instruire, car Dieu nous ayant donné à chaque quelqu'un le meilleur pour désirer le vrai d'avec le fou. Et je n'ose pas croire me devoir contenter des opinions de trouver un seul moment, si je ne me fusse proposé d'employer mon propre jugement à l'examiner. Lorsqu'il serait temps, et je n'ose se m'exempter de scrupules, ou les suivants, si je n'ose espérer de ne perdre pour cela aucune occasion d'en trouver du meilleur, en cas qu'il y a où, et enfin je n'ose se borner mes désirs, ni être content, si je n'ose suivre un chemin par lequel, pensant être assuré de l'acquisition de toutes les connaissances dont je serais capable, je le pensais être par mes moyens du style tous les vrais biens que seraient jamais en mon pouvoir, d'autant que notre volonté ne se portant à suivre ni à fuir aucune chose, que selon que notre entendement là lui représente bon ou mauvais, il suffit de bien juger pour bien faire et de juger le mieux qu'on puisse pour faire aussi tout son mieux, c'est-à-dire par acquérir toutes les vertus et ensemble toutes les autres biens qu'on a pu s'acquérir. Et lorsqu'on est certain que cela y on ne saurait manquer d'être content. Après m'être on s'est assuré de ces maximes et les avoir mises à part avec les vertus de la foi qui ont toujours été les premières en ma créance. Je jugeais que par tout le reste de mes opinions, je pouvais librement entreprendre de m'en défier, et d'autant que j'espérais en pouvoir mieux venir à tout, ou bien à venir à bout, en conservant avec les hommes, qu'en demeurant plus longtemps renfermé dans le poil où j'avais où toutes ces pensées, les vires n'étaient pas encore bien achevées que je me remis à voyager. En toutes les 9 années suivantes, je ne fis autre chose que rouler si l'adolement tâchant d'être spectateur, plus acteur, en toutes les comédies qui se jouent, en faisant particulièrement réflexion en chaque matière sur ce qu'elle pouvait rendre susceptible et ne donner occasion de ne méprendre. Je déracinai cependant de mon esprit toutes les erreurs qui s'étaient pu glisser auparavant, ne que j'imitasse
Pour cela, les sceptiques que ne doutent que pour douter, et affectent d'être toujours irrésolés, car au contraire de mon dessein ne tendit qu'à amassurer et à rejeter la terre mouvante et le sable pour trouver le roc ou l'argile. Ce que me réussissait, ce me semble assez bien, d'autant que, tâchant de découvrir la fausseté ou l'incertitude des propositions que j'examinais, non par des faibles conjectures, mais par des raisonnements clairs et assurés, et je ne rencontrais point de ces douteuses que je n'en tirasse toujours quelque conclusion assez certaine, qu'on se niait que cela même qu'il ne contenait rien de certain, et comme en abattant un vieux logis, on érige ordinairement les démolitions pour servir à en bâtir un nouveau. Ainsi, en détruisant toutes celles de mes opinions que je jugeais être mal fondées, je faisais diverses observations et acquirais plusieurs expériences, comme me servi depuis en établir de plus certaines et de plus je continuais à m'exercer ou la méthode que je m'étais prescrite, car autre que j'avais soin de conduire généralement toutes mes pensées selon ces règles, je me réservais de temps en temps que l'heure que j'employais particulièrement à la pratiquer en des difficultés de mathématiques, ou même aussi en quelque autre que je pouvais rendre quasi semblable à celle des mathématiques ou les détachant de tous les principes des autres sciences que je ne trouvais pas assez firmes, comme vous verrez que j'ai fait au plaisir que son expliquant ce volume est ainsi sans vivre d'autre façon en apparence que ceux qui n'ayant aucun emploi qu'à passer une vue douce et innocente et séduit et s'étudier à séparer les plaisirs des vices et qui pour jouir de leurs loisirs sans s'ennuyer usent de tous les divertissements que sont honnêtes. Je ne laissais pas de poursuivre mon dessein et de profiter de la connaissance de la vérité. Peut-être plus que je n'ose fait que lire des livres ou fréquenter des gens de lettres. Toutefois, si nous, si nous vont s'écoulera avant que j'eusse encore pris aucun parti, sur les difficultés qu'on a coutume d'être disputés entre les doctes, n'est commencé à chercher des fondements, à chercher les fondements d'aucun philosophie plus certain que la vulgure et l'exemple de plusieurs excellent exprès qui, en ayant ou c'est devant le dessein, me semblait n'y avoir pas réussi, me faisait imaginer toutes les difficultés que je n'ose peut-être pas encore sitôt oser l'entreprendre. Si je n'ose vu que quelques-uns faisaient déjà corps le bruit que je n'étais venu à bord, je ne saurais pas dire sur quoi elle fondait cette opinion, et si j'ai contribué quelque chose pour mes discours, je dois avoir été en confession plus ingénément ce que je n'aurais que non coutume de fuir ce qu'on un peu étudié et peut-être aussi en faisant voir les raisons que j'avais de douter de beaucoup de choses que les autres estiment certains plutôt que me vantant d'aucune doctrine. Mais ayant le cours assez bon pour me vouloir tant qu'on ne me prit pour autre je n'étais, je pensais qu'il fallait que je tâchasse par tout moyen, à me rendre digne de la réputation qu'on me donnait. Il y a justement 8 ans que ce désir me ferait ordre à m'éloigner de tous les lieux où je pouvais avoir des connaissances et me retirer ici ou un pays où la langue durée de la guerre a fait établir de tels ordres, ou bien de tels ordres, que les armes qu'on y entretient me semblent servir qu'à faire qu'on y jouisse du fruit de la paix avec d'autant plus de sûreté, et au permet la foule d'un grand peuple fort, actif et plus soigneux de ses propres affaires, que curieux du style d'autrui, sans manquer de commodité que sont dans les villes les plus fréquentées. Je peux vivre aussi solitaire et retiré que dans les désirs les plus écartés. Le quatrième parti, à bientôt.
Quatrième partie. La quatrième partie. Je ne sais si je dois vous entretenir de premières méditations que j'ai faites, car elles sont si métaphysiques et si peu communes qu'elles ne seront peut-être pas au goût de tout le monde. Et toutefois, pardon, la quatrième partie. Je ne sais si je dois vous entretenir des premières méditations que j'ai faites, car ils sont si métaphysiques et si peu communs qu'ils ne seront peut-être pas au goût de tout le monde. Et toutefois, afin qu'on puisse juger si les fondements que j'ai pris sont assez firmes, je me trouve en quelque façon contraint d'en parler. J'avais dès longtemps remarqué que, par les mœurs et les besoins quelquefois de suivre des opinions qu'on sait fort incertains, de même que s'ils étaient indubitables, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Mais parce que la leur je désirais vaincu seulement à la recherche de la vérité, je pensais qu'il fallait que je fasse tout le contraire, et que je rejetasse comme absolument fou tout ce en quoi je pourrais imaginer le moindre doute afin de voir s'il ne resterait point après cela quelque chose en ma créance qui fut entièrement indubitable. Ainsi, à cause que nos sens nous trompent quelquefois, je voulais supposer qu'il n'y avait aucune chose qu'il fût-il que nous la font imaginer, et parce qu'il y a des hommes qui se méprenent en raisonnant, même touchant les plus simples matières de géométrie, et y font de paralogisme, jugeant que j'étais sujet à faillir autant qu'aucun autre. Je rejetais confus toutes les raisons que j'avais prises auparavant pour démonstration, et enfin considérant que toutes les mêmes pensées que nous avons étant éveillés ne peuvent aussi venir que nous dormons, sans qu'il y en ait aucun pour l'heure que soit vrai, je me résolais de feindre que toutes les choses que m'étaient jamais entrées à l'esprit n'étaient ne plus vraies que les illusions de mensonges. Mais aussitôt après, je pris garde que pendant que je voulais ainsi penser que tout était fou, il fallait nécessairement que moi, que le penser fût quelque chose. Et remarquant que cette vérité, je pense, donc je suis, était si firme et si assurée que toutes les plus extravagantes suppositions de sceptiques n'étaient pas capables de l'ébranler. Je jugeais que je pouvais la recevoir sans scrupule pour le premier principe de la philosophie que je cherchais. Puis, examinant avec attention ce que j'étais, et voyant que je pouvais feindre que je n'avais aucun corps et qu'il n'y avait aucun monde, ni aucun lieu où je fusse, mais que je ne pouvais pas feindre, par cela que je n'étais point, et qu'au contraire de cela, même que je pensais à douter de la vérité des autres choses, il suivit très évidemment et très certainement que j'étais, au lieu que j'ai seulement cessé de penser encore que tout le reste de ce que j'avais jamais imaginé était vrai. Je n'avais aucune raison de croire que je citais. Je connais de là que j'étais une substance dans tous les sens, où la nature n'est que de penser, et que pour être n'a besoin d'autre lieu, ni ne dépend aucune chose matérielle. En sorte que ce moi, c'est-à-dire l'âme par laquelle je suis ce que je suis, est entièrement distinct de corps, et même qu'il est plus aisé à connaître que lui, et que encore qu'il ne fût point, il ne laisserait pas d'être tout ce qu'il est. Après cela, je considère en général ce qui est requis à une proposition pour être vrai et certain, car puisque je venais d'en trouver une que je savais être telle que je pensais que je devais aussi savoir en quoi consiste cette certitude, et ayant remarqué qu'il n'y a rien de tout, on se sait. Je pense, donc je suis, qui m'assure que je dis la vérité, ce que je vois très clairement que pour penser il faut être. Je jugeais que je pouvais prendre pour règle générale que les choses que nous concevons font clairement et fort distinctement sont toutes vraies, mais qu'il y a absolument quelques difficultés à bien remarquer quelles sont celles que nous concevons distinctement.
Ensuite de quoi, faisons réflexion sur ce que je te dis, et que par conséquent, mon être n'était pas tout parfait, car je voyais clairement que c'était une plus grande perfection de connaître que de douter. Je m'avisais de chercher, de j'avais après à penser à quelque chose de plus parfait que je n'étais. Et je connais évidemment que ce devait être de quelque nature qui fut en effet plus parfaite, par ce qui est de penser que j'avais de plusieurs autres choses hors de moi, comme du ciel, de la terre, de la lumière, de la chaleur et de mille autres. Je n'étais point tant en peine de savoir d'où il venait, à cause que, ne remarquant rien qu'il ne me semblât les rendre supérieurs à moi, je pouvais croire que s'il était vrai, c'était de dépendance de ma nature, en tant qu'il avait quelque perfection, et s'il ne l'était pas, que je les tenais des néants, c'est-à-dire qu'il était en moi, parce que j'avais de défauts. Mais ce ne pouvait être le même de l'idée d'un être plus parfait que le mien, car de la tenir de néant, c'est une chose manifestement impossible, parce qu'il n'y a pas moins de répugnance que le plus parfait soit une suite et une dépendance de moi parfait, qu'il y en a que de rien procède quelque chose, je ne le pouvais tenir non plus de moi-même, de façon qu'il restait qu'il eût été mis en moi par une nature qui fut véritablement plus parfaite que je n'étais, et même que on soit toutes les perfections dont je pouvais avoir quelques idées, c'est-à-dire pour m'expliquer en un mot qui fut Dieu. À quoi j'ajoutais que puisque je connaissais quelques perfections que je n'avais point, je n'étais pas le seul être qui existât. J'userai, s'il vous plaît, et célèbrement des mots de l'école, mais qu'il fallait de nécessité qu'il en ait quelque autre, plus parfait, de que je dépendisse et de que j'ose tout ce que j'avais, car si j'ose était seul et indépendant de tout autre, en sorte que j'ose ou de moi-même tout ce que je participais de l'être parfait, j'ose peut avoir de moi-même raison, tout le surplus que je connaissais m'en manquait, et ainsi être moi-même infini, éternel, immoyable, tout connaissant, tout puissant, enfin avoir toutes les perfections que je pouvais remarquer être en Dieu, car suivant les raisonnements que je viens de faire pour connaître la nature de Dieu, autant que la mienne en était capable, je n'avais qu'à considérer de toutes les choses dont je trouvais au moins quelques idées, et c'était perfection en nom de les posséder. Je n'étais assuré qu'aucun de celles qui marquaient quelque imperfection n'était en lui, mais que toutes les autres y étaient, comme je voyais que le doute, l'inconstance, la tristesse et choses semblables, pouvaient être, vu que j'ose citer moi-même, bien aise d'un autre exemple. Puis, autre cela, j'avais des idées et de plusieurs choses sensibles et corporelles, car quoique je supposasse que je revais, et que tout ce que je voyais ou imaginais était fou, je ne pouvais nier toutefois que les idées non fussent véritablement ma pensée, mais parce que j'avais déjà connu en moi très clairement que la nature intelligente est distincte de la corporelle, considérant que toute composition témoigne de la dépendance et que la dépendance est manifestement un défaut, jugé de là que ce ne pouvait être une perfection en Dieu d'être composé de nature, et que par conséquent il ne l'était pas, mais que s'il y avait quelque corps de le monde, ou bien quelque intelligence ou autre nature que ne fût point toute parfaite, leur être devait dépendre de sa puissance, ou telle sorte qu'il ne pouvait subsister sur lui un seul moment. Je voulais chercher après cela d'autres vérités, et m'entend proposer l'objet du géomètre, que je concevais comme un corps continu, un espace indéfiniment étendue aux longueurs, largeurs et hauteurs et aux profondeurs, divisibles aux diverses parties qui pouvaient avoir des diverses figures et grandeurs et être mues et transposées en toutes sortes, car les géomètres se posent tout cela de leur objet. Je parcourais quelques-uns de leurs plus simples démonstrations et ayant pris garde que cette grande certitude que tout le monde leur attribue n'est fondée que sur ce qu'on les conçoit évidemment selon la règle que j'ai tant dite. Je pris garde aussi qu'il n'y avait rien de tout en ils qui m'assure de l'existence de leur objet, car par exemple je voyais bien que, supposons un triangle, il fallait que ces trois angles fussent égaux à deux droits. Mais je ne voyais rien pour cela qui m'assurera qu'il y a au monde
aucun triangle. Au lieu que, revenu à examiner l'idée que j'avais d'un être parfait, je trouvais que l'existence y a été comprise, en même façon qu'il y compris en celle d'un triangle, que ces trois angles sont égaux à deux droits, en celle d'une sphère, que toutes ses parties sont également distantes de son centre, ou même encore plus évidemment, et que par conséquent, il est pour le moins aussi certain que Dieu, qui est à cet être parfait, et où existe, qu'à aucune démonstration de géométrie le saurait être. Mais ce qui fait qu'il y en a plusieurs qui se persuadent qu'il y a de la difficulté à le connaître, et même aussi à connaître ce que c'est que leur âme, c'est qu'ils ne livrent jamais leur esprit au-delà des choses sensibles, et qu'ils sont tellement accoutumés à ne rien considérer qu'à l'imaginant, qui ont une façon de penser particulière par les choses matérielles, que tout ce qui n'est pas imaginable leur semble n'être pas intelligible, ce qui est assez manifeste de ce que même le philosophe tient pour maxime, dans les écoles qu'il n'y a rien dans l'entendement, qui n'ait premièrement été dans le sens toutefois, il est certain que les idées de Dieu et de l'âme n'ont jamais été. Il me semble que ceux que veulent user de leur imagination pour le comprendre font tout de même que c'est pour ailleurs les sens, au sentir, les odeurs, ils se voulaient servir de leurs yeux, selon qu'il y a encore cette différence que le sens de l'aveu ne nous assure pas moins de la vertu de ces objets qu'au fond ceux de l'odorat ou de l'ouïe, au lieu que notre imagination, ni nos sens, ne seraient jamais assurés d'aucune chose si notre entendement n'y rien intervient. Enfin, s'il y a encore des hommes qui ne soient pas assez persuadés de l'existence de Dieu et de leur âme par les raisons que j'ai apportées, je veux bien qu'ils sachent que toutes les autres choses dont ils se pensent peut-être plus assurés comme d'avoir un cours et qu'il y a des astres et une terre et choses semblables sont moins certains, car encore connaît une assurance morale de ces choses qui est-il qu'il semble qu'au moins que d'être extravagant, on ne peut douter, toutefois aussi à moins que d'être déraisonnable. Lorsqu'il est question d'une certitude métaphysique, on ne peut pas nier que ce ne soit assez du sujet par n'être pas entièrement assuré que d'avoir pris garde qu'on peut, aux mêmes façons s'imaginer étant endormi, qu'on a un autre corps et qu'on voit d'autres astres et une autre terre, ce que l'on ne soit rien, car de ce que les pensées que viennent en songe sont plus fausses que les autres, vous que souvent elles ne sont pas moins vives express, et que les meilleurs esprits à étudier tant qu'il leur plaira. Je ne crois qu'elle puisse donner aucune raison que soit suffisante pour ôter ce doute, si nous présupposons l'existence de Dieu, car premièrement, cela même que j'ai entier pris pour une règle, à savoir que les choses que nous concevons très clairement et très distinctement sont toutes vraies, n'est assuré qu'à cause de Dieu et existe, et qu'il est un être parfait, et que tout ce qui est en nous vient de lui, d'où il suit que nos idées ou notions étant de choses réelles, et qui viennent de Dieu, en tant ce en quoi elles sont claires et distinctes, ne pouvons cela être que vrai, en sorte que si nous en avons aussi souvent qui contiennent de la fausseté, ça ne peut être que de celles qui ont quelque chose de confus et obscur, à cause qu'on cela a les participes de néant, c'est-à-dire qu'ils ne sont en nous ainsi confuses, qui à cause que nous ne sommes pas tout parfaits, il est évident qu'il n'y a pas moins de répugnance que la fausseté ou l'imperfection procède de Dieu en tant que tel, qu'il y a non que la vérité ou la perfection procède de néant. Mais ce nous ne savions point que tout ce qui est en nous de réel et de vrai vient d'être parfait et infini. Pour clair, distinct que fussent nos idées, nous n'aurions aucune raison que nous assurât qu'elles eussent la perfection d'être vraies. Or, après que la connaissance de Dieu et de l'âme nous insérons de certains de cette règle, il est aisé à connaître que les rêveries que nous imaginons étant endormis ne doivent aucunement nous faire douter de la vérité des pensées que nous avons étant éveillés, car c'est l'arrivée, même en dormant, qu'on a quelques idées fort distinctes, comme par exemple quand un géomètre invente quelques nouvelles démonstrations. Son sommeil
ne l'empêchera pas d'être vrai, et pour l'erreur les plus ordinaires de nos songes, qui consistent en ce qu'ils nous représentent divers objets, en même façon que font nos sens extérieurs, n'importe pas qu'ils nous donnent occasion de nous défier de la vérité de telles idées, à cause qu'ils peuvent aussi nous tromper aussi souvent, sans que nous dormions, comme lorsqu'on ceux qui ont la jeunesse voient de couleur jaune, ou que les astres ou autres corps fort éloignés ne paraissent beaucoup plus petits qu'ils ne sont. Car enfin, soit que nous veillions, soit que nous dormions, soit nous ne devons jamais laisser persuader qu'il y a l'évidence de notre raison. Il est à remarquer que Judée de notre raison et non point de notre imaginaire, ni de nos sens, comme encore que nous voyons le soleil très clairement. Nous ne devons pas juger par cela qu'il ne soit que de la grandeur que nous le voyons, et nous pouvons bien imaginer distinctement une tille de lion entrer sur le cours d'une chèvre, sans qu'il faille conclure pour cela qu'il y a au monde une chimère. Car la raison, on ne dicte point que ce que nous voyons ou imaginons ainsi soit véritable, mais elle nous dicte bien que toutes nos idées ou notions doivent avoir quelque fondement de vérité, car il ne serait pas possible que Dieu, qui est tout parfait et tout véritable, les ait mis en nous sans cela, parce que nos raisonnements ne sont jamais si évidents, ni si entiers pendant le sommeil que pendant la veille, bien que quelquefois nos imaginations soient alors autant au plus vives et exprises. Il nous dicte aussi que nos pensées ne peuvent être toutes vraies, à cause que nous ne sommes pas tout parfaits. Ce qu'ils ont de vérité doit infailliblement se rencontrer en celle que nous avons, étant éveillés plutôt que nos songes. La cinquième partie, à bientôt. La cinquième partie. Je serais bien aise de poursuivre et de faire voir ici toute la chaîne des autres vérités que j'ai déduites de ces premières. Mais à cause que, pour satisfaire, il serait maintenant besoin que je parlasse de plusieurs questions qui sont en controverse entre les doctes, avec lesquels je ne désire pas me brouiller. Je crois qu'il sera mieux que je m'en abstienne et que je dise seulement en général quelques en elles sont, afin de laisser juger au plus sage s'il serait utile que le public en fût plus particulièrement informé. Je suis toujours demeuré ferme ou la résolution que j'avais prise de ne supposer aucun autre principe que celui dont je viens de me servir pour démontrer l'existence de Dieu et de l'âme, et de ne recevoir aucune chose pour vrai, que me sembla plus clair et plus certain que n'avaient fait auparavant les démonstrations du géomètre. Et néanmoins, j'ose dire que non seulement j'ai trouvé moyen de me satisfaire en peu de temps, touchant toutes les principales difficultés dont on a coutume de traiter ou la philosophie, mais aussi que j'ai remarqué certaines lois que Dieu a tellement établies ou la nature et dont il a imprimé de telles notions en nos âmes, qu'après avoir fait assez de réflexion, nous ne saurions douter qu'il ne soit exactement observé en tant ce
qui ou qui ne se fait dans le monde. Puis, en considérant la suite de ces lois, il me semble avoir découvert plusieurs vérités plus utiles et plus importantes que tout ce que j'avais appris auparavant ou espéré d'apprendre. Mais parce que j'y tâchais d'en expliquer les principales dans un traité que quelle considération m'empêche de publier. Je ne les saurais mieux faire connaître qu'on désire ici sommairement ce qu'il contient. J'ai au dessein de comprendre tout ce que je pensais savoir avant que de l'écrire, touchant la nature des choses matérielles, mais tout de même que les peintres ne peuvent également bien représenter dans un tableau plat toutes les diverses faces d'un corps solide. On choisit un des principes qu'ils mettent soulever le jour et ombrageant les autres ne les font paraître qu'autant qu'on les peut voir ou le regardant ainsi, craignant de ne pouvoir mettre en mon discours tout ce que j'avais ou la pensée. J'entreprends seulement d'y exposer bien amplement ce que je concevus de la lumière, puis à son occasion d'y ajouter quelque chose de soleil et des étoiles fixes, à cause qu'ils en procèdent presque toutes, des cieux, à cause qu'ils la transmettent, des planètes, des comètes et de la Terre, à cause qu'ils la font réfléchir, en particulier de tous les corps que sont sur la Terre, à cause qu'elles sont au coloré, au transparent, au lumineux, enfin de l'homme, à cause qu'il ont le spectateur, même pour ombrager un peu toutes ces choses et pouvoir dire plus librement ce que j'ai jugé sans être obligé de suivre ni de refuter les opinions que sont reçues entre les doctes. Je me résolus de laisser tout ce monde ici à leur dispute et de parier seulement de ce qui arriverait dans un nouveau studio était créé maintenant quelque part dans les espaces imaginaires, assez de matière pour le composer et qu'il agita diversement et selon les diverses parties de cette matière, en sorte qu'il en composa un chaos aussi confus que les poètes puissent feindre et que par après il ne fut autre chose que prêter son concours ordinaire à la nature et la laisser agir suivant les lois qu'il a établies ainsi. Premièrement, je décrivais cette matière et tâchais de la représenter telle qu'il n'y a rien au monde, ce me semble, de plus clair ni plus intelligible, excepté ce qui a tenté été dit du Dieu et de l'âme, car même je supposais exprimant qu'il n'y avait en il aucun de ces formes ou qualités dont on dispute dans les écoles, n'est généralement aucune chose dont la connaissance ne fait si naturelle à nos âmes qu'on ne peut pas même feindre de l'honneur. De plus, je fis voir quelles étaient les lois de la nature et soit appuyé mes raisons sur aucun autre principe que sur les perfections infinies de Dieu. Je tâchais à démontrer toutes celles dont on ne peut pas voir quelque doute et à faire voir quels sont-ils, quel encore que Dieu aurait créé plusieurs mondes. Il n'y a, on saurait avoir aucun où il manquasse d'être observé. Après cela, je montrai comment la plus grande part de la matière, de ce chaos, devait ensuite de ces lois se disposer et s'arranger d'une certaine façon que la rendait semblable à nos cieux. Comment? Cependant, quelques-unes de ces parties devaient composer une terre, quelques-unes de planètes et de comètes, et quelques autres un soleil et des étoiles fixes. Et ici maintenant sur le sujet de la lumière. J'expliquais bien au long qu'il était celle qui se devait trouver dans le soleil et les étoiles, et comment de là elle traversait au un instant les immenses espaces du ciel, et comment elle se réfléchissait de planètes et de comètes vers la Terre. J'ai ajouté aussi plusieurs choses touchant la substance, la situation, les mouvements et toutes les diverses qualités de ces cieux et de ces astres, en sorte que je pense en dire assez pour faire connaître qu'il ne se remarque rien en ceux de ce monde que ne dut, ou de moins que ne put paraître tout semblable en ce de monde que je décrivais. De là, je vins à parler particulièrement de la terre. Comment encore je ose expressément supposer que Dieu n'avait aucune pesanture ou la lumière dont il était composé. Toutes ces parties ne laissaient pas Toutes ces parties ne laissaient pas. Toutes ces parties
toutes ces parties ne laissaient pas de tendre exactement vers son centre, comme moyen ayant de l'eau et de lire sur sa superficie. La disposition du ciel est des astres, principalement de la Lune, y a de vue causée, influx et reflux qui furent semblables en toutes ces circonstances à celui qui se remarque dans nos mers et autres cela un certain corps, tant de l'eau que de l'air. De les vont vers le cochon tel que le remarque aussi entre les tropiques, comment les montagnes, les mers, les fontaines et les rivières peuvent naturellement s'y former, et les métaux y à venir dans les mines, et les plantes y croîtent dans les campagnes, et généralement tous les corps qu'en commun, mais les hauts composés, se gendrer et entre choses, à cause qu'après les astres, je ne connais rien au monde que le feu qui produise de la lumière. Je m'étudie à faire entendre bien clairement tout ce qui appartient à sa nature, comment il se fait, comment il se nourrit, comment il n'a que de chaleur sous les mers et quelquefois que de la lumière sous chaleur, comment il peut introduire des diverses couleurs en divers corps, diverses autres qualités, comment il en font quelques-unes et en-dessus d'autres, comment il le peut consommer presque tout ou convertir en cendre et en fumée, enfin comment ces cendres, par la seule violence de son action, elles forment de vire, car sa transmutation de cendre en vire semblable être aussi admirable qu'aucun autre que se fasse en la nature. Je prends particulièrement plaisir à la décrire. Toutefois, je ne voulais pas inférer de toutes ces choses que ce monde est écrit ou la façon que je proposais, car il est bien plus vraisemblable que le commencement. Dieu l'a rendu tel qu'il devait être, mais il est certain, et c'est une opinion communément reçue entre les théologiens, que l'action par laquelle maintenant les conserve est toute la même que celle par laquelle il l'a créé, de façon qu'encore qu'il ne lui aurait point donné au commencement d'autre forme que celle du chaos, pourvu qu'il établit les lois de la nature et les prêta son concours pour agir ainsi qu'il a de coutume. On peut croire sans faire faux au miracle de la création que par cela, seules toutes les choses que sont purement matérielles auraient pu, avec le temps, se rendre telles que nous le voyons à présent. Et leur nature est bien plus usée à concevoir lorsqu'on les voit naître. Peu à peu, en cette sorte que lorsque nous les considérons que toutes faites de la description du corps inanimé et des plantes, je passais à celle des animaux, particulièrement à celle des hommes. Mais parce que je n'y avais pas encore assez de connaissances pour en parler du même style que de reste, c'est-à-dire en démontrant les effets par les causes et faisant voir de quelles sont minces et quelle façon la nature les doit produire. Je me contentais de supposer que Dieu forma le corps d'un homme, entièrement semblable à l'un d'un autre, tant on la figure extérieure de ses membres que la conformation antérieure de ses organes se le composait d'autre manière que celle que j'avais décrite et sans mettre au lui au commencement aucun âme raisonnable ni aucune autre chose pour y servir d'âme végétante ou sensitive, sinon qu'il exista en son corps un de ces fous solémières que j'avais déjà expliqué et que je ne concevais point d'autre nature que celui qui échauffait le foin lorsqu'on l'a renfermé afin qu'il fût sec et qui fait bouillir les vins nouveaux lorsqu'on les laisse cuver sur la râpe. Car examinons la fonction car examinons la fonction qui est prouvée, ensuite de cela être en secours. J'ai trouvé exactement toutes celles qui peuvent être en nous sans que nous y pensions, n'est par conséquent que notre âme, c'est-à-dire cette partie distincte de corps dont elle était dessus que la nature n'est que de pensée, y a contribué et que sont toutes les mêmes, en quoi on peut dire que les animaux sont raison ne ressemblent, sans que j'y pense pour cela trouver aucun de celles qui étant dépendants de la pensée, sont les seuls qui nous appartiennent en tant qu'hommes, au lieu que je les ai trouvées toutes par après, ayant supposé que Dieu créait une âme raisonnable et qu'il la joignait
accourent en certaines façons que je décrivais. Mais enfin qu'on puisse voir en quelle sorte j'ai traité cette matière, je veux mettre ici l'explication des mouvements du corps et des artères, qui est autant le premier et le plus général qu'on observe dans les animaux. On jugera facilement de lui ce qu'on doit penser de tous les autres, afin qu'on ait moins de difficultés à entendre ce que je dirai. Je voudrais que ceux qui ne sont point versés dans l'anatomie prissent la peine, avant que de lire ceci, de furent coupés devant ou le cours de quelque animal qui eut des poumons, car il est en tout assez semblable à celui de l'homme, et qu'il se fisse montrer lit de chambre qu'on s'invitait qui y sont. Premièrement, celui qui est dans son côté droit, à laquelle répondre de tuyaux four large, à savoir la veine cave, qui est le principal réceptacle de sang, et comme le tronc de l'arbre de